avant l'arrivée du chemin de fer, en France comme ailleurs, on se déplace encore avec de la diligence en ville, encore avec des fiacres, on se déplace avec des chars à bœufs à la campagne, et d'un seul coup, grâce au chemin de fer, on va pouvoir trouver un moyen de transport qui va absolument tout révolutionner. Que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan économique, que ce soit aussi sur le plan géographique. L'écartement des rails, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, il est très précisément de 1,435 m. Alors, vous allez me dire quel est l'esprit absolument tordu qui m'a prévu un écartement de 1,435 m. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une mesure ronde? À part que, je vous l'ai dit, l'origine du chemin de fer, il est en Angleterre, et 1,435 m, en mesure anglaise, ça donne un chiffre rond. Et pourquoi cet écartement? Dans toute chose, et particulièrement en matière de chemin de fer, tout a une logique. Je viens de vous le préciser. Au tout début du chemin de fer, les wagonnets ou les diligences sont tirés par des animaux. Et en règle générale, des bœufs, des animaux assez musclés pour pouvoir tirer certaines charges. Et en fait, ces animaux marchent entre les deux voies ferrées. Et donc l'écartement, au départ, il est déterminé, pardonnez-moi l'expression, par la largeur de 2 culs d'œuf, tout simplement. C'est ce qui, à l'origine, va donner l'écartement ferroviaire que l'on connaît encore aujourd'hui et qui est toujours utilisé un peu partout en Europe, à l'exception peut-être de l'Espagne et de la Russie, qui a un écartement particulier. Arrivent les années 30, toutes ces compagnies commencent à avoir beaucoup de difficultés pour continuer à se développer et à investir, à tel point que certaines d'entre elles sont au bord de la faillite. Et donc l'État français, qui continue à croire au développement du chemin de fer, mais qui voit que c'est un moyen de transport qui est en danger parce que les compagnies n'ont plus à investir, décide effectivement de toutes les rassembler et de créer une société nationale qui sera la SNCF et qui sera donc créée à partir du 1er janvier 1938. Ce musée ouvre donc dans les années 70 à une période où Mulhouse est en pleine mutation. C'est précisément à cette époque-là qu'on va voir sortir de terre la Tour de l'Europe. C'est précisément à cette époque-là qu'on va voir arriver à Mulhouse l'autoroute A36. Et c'est précisément à cette époque-là qu'on va voir aussi assez rapidement naître le musée de l'automobile. À quelques années près, tout va s'enchaîner. Ce qui va faire de Mulhouse, en dehors de sa position géographique proche de l'Allemagne et de la Suisse, en dehors de l'essor que ça peut connaître, ce qui va faire de Mulhouse une place qui va devenir de plus en plus touristique du point de vue culturel. Et on connaît aujourd'hui effectivement la présence de tous les musées que vous connaissez aussi certainement, qui ont connu leur essor à partir de ces années 60. Donc, à la fin des années 90, l'association qui est créée en 71 va donc faire une demande de partenariat avec différents organismes, l'État, notamment la ville de Mulhouse, la SNCF, la région, obtenir un financement et se lancer dans la construction du bâtiment que vous connaissez tous, je l'espère, qui est aujourd'hui devenu la Cité du Train.